Картав, lettre. בוהקיילה. Картавец. כה בוהקיילה. גרונית עם הריש הזאת. כה בזרי. זרי. ריש, שתהיה ריש. תרהיר. À chaque fois très étonnée de la manière que toi, qui es une personne de l'image, tu as commencé comme photographe, après tu as fait direction photo pour les grandes réalisateurs et surtout réalisatrices ici en France, que tout d'un coup, ça marche pas? Ça marche pas. Ici ça marche? Là, c'est mieux? Vous m'entendez? Oui. Oui. Hello. Donc je disais que Nurit, que je sais est une très bonne photographe, je regarde Facebook uniquement à cause de ses photos, parce que Facebook est très chronophage, a commencé donc par être photographe, après une grande directrice de la photographie avec des très très bonnes réalisateurs et surtout réalisatrices ici en France. Ce qui m'étonne, c'est que qu'en tant que réalisatrice, toi-même, tu t'es donné entièrement au son. Au son. C'est-à-dire ton cinéma est un cinéma de parole, de langage. Et comment ça s'est passé tout ça? Waouh, je ne me suis pas du tout préparée pour une question pareille, de raconter comment je suis. Quand je suis devenue réalisatrice, je suis devenue à la parole. Oui, mais c'est-à-dire que tu es devenue plus sensible au son à la parole. Parce que c'était toujours la question comment on filme la parole. Et je crois que comme j'ai fait beaucoup de films comme chef opératrice, comme tu as dit, directrice de la photo et chef opératrice, je me suis dit, finalement, ce qui m'intéresse beaucoup, c'est ce que même dans un film documentaire, on fait autre chose. On aurait fait quoi? J'aurais frappé à la porte, j'aurais dit bonjour, je vous parlais, on aurait montré dans la cuisine, on serait promené dans les marchés à côté, etc. Je me suis dit, bon, tout ça j'ai fait, maintenant je veux y aller directement et prendre le défi que je filme que la parole. Comment on peut faire, hein? Mais surtout que c'est des films que je filme que la parole sur des films sur les langues. Mais au début, en fait, je ne savais pas que je vais faire des films sur les langues, donc je raconte n'importe quoi. Parce que, mais, déjà, commençons par les premiers, c'est-à-dire que je voulais vraiment, et j'ai dit j'y vais. J'y vais, et c'était comme une décision conceptuelle, vraiment, hein, qui vient pour moi plutôt de l'art, tu vois, c'est-à-dire que c'est conceptuel, je filme que les gens qui parlent, et je change même pas seulement les gens qui parlent, les cadres ne changent pas. Les cadres, c'est-à-dire que ça reste quand ils parlent le même. Et que, bon, c'est un peu ça, c'était un peu ça. Et en fait, je crois qu'en tant que chef opératrice, je me suis toujours sentie traductrice. Hein. C'est-à-dire qu'en fait, il y a un scénario, ou pas, mais qu'il faut traduire en images. Donc j'étais déjà, je me suis vécue comme traductrice. Donc, de l'image. En image. Et tu faisais à l'époque, quand tu tournes, est-ce que tu faisais attention au son? Ou est-ce que tu étais tellement prise par l'image que... Non, je crois vraiment que je parle sous ton œil, Richard. Hein. Et je pense vraiment qu'un chef opérateur doit écouter et qu'un ingénieur du son doit regarder. Vraiment. Et que c'est beaucoup d'efforts pour un chef opérateur d'écouter, et que s'il écoute, il filme autrement. Il filme autrement. Si le chef opérateur écoute. Si celui qui a la caméra écoute. Et je peux dire que surtout dans les pays où on ne comprend pas la langue, là il faut écouter encore beaucoup plus. Sans comprendre. Oui, parce que si on écoute bien, et Richard, je crois que tu le sais, et si on écoute bien une langue qu'on ne connaît pas, et on peut entendre par rythme, par le rythme, par la montée, etc., on peut savoir
qu'est-ce qu'il faut tourner par, et c'est-à-dire qu'il faut écouter encore plus fort quand on ne comprend pas la langue. Là, tu tournes en même temps, c'est-à-dire qu'ici, tu tournes et en même temps, tu fais l'entretien. Non, 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 il y a David Quasement qui était derrière la caméra. Non, je tourne pas. Je suis pas derrière la caméra parce que je crois que c'est pas poli de dire aux gens de regarder quand on est derrière la caméra. C'est-à-dire, je crois qu'ils doivent avoir un regard vers moi qui leur parle. Hein. Donc, il y a un côté que c'est pas poli si je suis derrière. Mais j'ai filmé toutes les fleurs qu'on voit dans le film, les fleurs, les arbres, les herbes. C'est moi qui ai filmé avec un téléphone. Et ça, c'est Avec le téléphone. Oui. Wow. Parce que je crois qu'on ne peut pas filmer comme je filmais, parce que j'étais à ça de distance, j'ai presque touché, et parfois même j'ai touché la chose que je filmais. Et qu'avec une caméra, on ne peut pas être aussi proche que ça. C'est étonnant parce que c'est fabuleusement piqué. Et donc tu dois avoir un... Non, non, rien, non, non, il ne faut pas faire la pub. Rien, tu m'as dit. Sauf si un jour ils décident de me payer mon prochain film. Mais il faut quelqu'un qui fasse l'intermédiaire entre eux et moi. Voilà. Donc, quel est le prochain film? Oui. Ça, j'en sais rien. Mais moi, je crois que qu'on sort de ce film avec le R et que toi, j'ai l'impression que tu peux dire des choses à propos de cette lettre. Déjà, comment tu la prononces mon nom? Comment tu le prononces? Nourit. Fais très attention. Et quand tu le dis à l'américain, ce serait quoi? Nourit. Donc il n'y a pas. Nourit. I should ask my friend who never lost her accent. Comment est-ce que tu le dis? Nourit. Donc on n'entend pas le R disparaît quelque part dans le ou. C'est plus caressant. Oui, c'est ça. Comme dirait Guy. Oui. J'adorais d'ailleurs ce traducteur, il est metteur en scène de théâtre, il est acteur. Magnifique. Oui. Vraiment, moi aussi, je l'adore. C'est mon préféré, je peux le dire. Je les aime tous, mais... Oui, c'est mon préféré. Et comment est-ce que tu les trouves? Comment est-ce que tu trouves... Tout d'un coup, tu décides de faire la lettre R, et comment est-ce que tu trouves une japonaise, une haïtienne, une iranienne, comment tu trouves ça? Comment est-ce que tu arrives à... En fait, c'est toujours pareil. La moitié sont des amis. Par exemple, la japonaise, que je connais depuis au moins 10 ans ou 20. Mais je ne savais pas qu'elle a cette histoire avec son père et la rue Rorin, machin. Ça, j'avais aucune idée. Donc, je lui dis, est-ce que... Bon, je savais que dans tous ces pays, il n'y a pas d'air. Déjà, quand j'étais en Chine, la première fois, j'étais étonnée qu'elle n'est pas là, hein, du tout, la lettre. Et donc, je lui demandais, et il m'a raconté son histoire avec son père, mais oui, la moitié, je connais, et après, vient ami d'amis, etc. C'est vraiment... et ce qui est formidable, c'est vraiment... J'ai approché des gens, j'ai pas vu 10, hein, même. J'ai pas vu... beaucoup plus de personnes que ceux qui en ont la film. Un peu plus. Justement, je suis allée voir Jane Birkin. Tout de suite, elle a dit que ça ne l'intéresse pas. L'accent. Et moi, j'ai pensé, elle, que tout le monde qui gardait son accent, etc. Oui, c'est vrai. Non, non, le R, non, ça lui disait rien. Donc, et puis, oui, j'ai vu aussi Laurent Naouri, le chanteur d'opéra, et qui m'a expliqué vraiment, qui était formidable, qui m'a expliqué vraiment, vraiment beaucoup de choses qui étaient extraordinaires, qui était vraiment une bonne entrée pour comprendre dans quelle langue il y a quoi. Brésilien, c'est pas le même air si on est au début du mot, au milieu du mot, en allemand, etc. Il était vraiment génial. Et à la dernière minute, tout d'un coup, avec les autres, c'est devenu des films sur l'enfance. Et c'était donc le seul qui était, je suis sûre qu'il aurait été génial,
Mais du coup, comme le film, il voulait aller ailleurs, parce que c'est tous des souvenirs d'enfance, non? Et des gens qui sont nés ailleurs de la langue dont ils parlent. Hein. C'est pour ça qu'au début, et j'ai décidé pas ça tout de suite, hein, qu'ils parlent la langue quand ils se présentent en off, quand ils marchent, ils se présentent dans l'autre langue. Hein. Ils se présentent le norvégien, ils se présentent en norvégien, ils parlent en anglais, la japonaise, elle se présente en japonais, donc, je pensais ça en cours de route, et il fallait que je recommence avec 2 entre elles, juste la présentation dans l'autre langue. Hein. C'était compliqué pour l'Israélien qui parle, parce que je n'ai pas tourné, j'étais là-bas, il fallait que quelqu'un aille, qu'il dise la phrase qu'elle a dit en hébreu, qu'elle a dit en... Mais c'est tellement joli, le persan. C'est une langue que j'adore, donc heureusement. Tu parles persan? Évidemment. Mais toi, raconte-moi une histoire de ton enfance. C'est qu'elle veut que je vous raconte une histoire. Oh là là. C'est-à-dire que ceux qui me connaissent, quelques amis, savent que je suis une franco-américaine. Et, sinon, on ne saurait pas. Mais et tu n'as pas du tout d'accent. Ça dépend le jour. Mais c'est aussi, j'ai peut-être pas d'accent, c'est peut-être que ma langue, je ne sais pas quelle était ma langue. Je sais quand tu dis pas maternelle, mais première. J'essaye de dire quelque chose parce que vous avez vu le film, c'est plutôt, ils parlent tous de leur père. Oui. Hein? Oui. C'était pas exprès, mais c'est comme ça. Donc pourquoi on va l'appeler maternelle? Donc je ne sais pas. Moi je suis mais mes amis le savent, mais beaucoup ne le savent pas, c'est que je suis une franco-américaine née en France, de parents polonais, immigrés en France en 1930. Mon père est venu en 1925, ma mère en 1934. Ça fait 100 ans. Oui, ça fait très longtemps. Et je suis née donc à Paris. Et on a été obligé de partir à Marseille, où j'ai passé pratiquement 2 ans, où mon père a essayé d'avoir des papiers pour partir. Surtout, il voulait partir en Amérique avec sa famille. Et donc, je crois que le français était quand même ma première langue. Mais ma mère parlait aucune langue bien, mon père parlait 7 langues, dont je n'ai jamais su s'il les parlait vraiment bien, mais en tout cas pour le français, il était bilingue. Et une fois arrivé aux États-Unis, à Brooklyn at Borough Park. Maintenant, je suis très sensible au R dans ma vie. Et mon nom d'origine n'a pas d'air. Et pendant très longtemps, je n'ai jamais... Donc, c'était pas Terry. Non, c'était pas Terry. Et c'était c'est très très bizarre. C'est un nom que je n'arrive pas à dire. Parce qu'en Amérique, c'était un nom qui me donnait honte, qui me rendait honte. Quant à ici en France, c'est un très joli nom. Mais donc je ne sais pas, je n'arrive pas à le dire à un public qui ne connaît pas. Parce que je me rends compte que j'ai encore gardé la honte de Mais ils vont ce pas nom. rire du coup. Pardon? Ils vont pas rire parce qu'ils ne connaissent pas. Parce qu'en français, C'est un très joli C'est nom. quoi? Alors tu C'est le dis quoi, à ma place. Je crois que c'était Fanny, non? Oui, c'est ça. Donc, Très joli, tout le monde sait. oui, ici c'est un très joli nom. Mais en Amérique, comme les Américains ne savent pas prononcer Fanny, comme ils ne prononcent pas le festival de Cannes, mais ils disent Cannes, ils disent Fanny. Et Fanny, ça veut dire fesse. Donc j'ai souffert vraiment en tant que petite fille. Tandis que quand tu dis aux autres enfants, ils se sont moqués de toi toujours. On Tout de se moquait suite. de moi et on disait toujours mon nom avec le geste. Donc c'était assez vraiment traumatique pour moi. Et c'était en colonie de vacances que je ne vais pas raconter toute l'histoire, mais en tout cas c'est la colonie de vacances que au fait il y a un intérim.
tout ça. C'est ça le problème, c'est que je ne sais pas raconter court. Comme je fais les entretiens, mais je ne suis jamais interviewée. Et dans les entretiens, moi j'ai une très bonne écoute, mais pour parler, alors là, c'est beaucoup plus dur. Il y a toujours un moment pour commencer. Donc, pour ma mère, je m'appelais, en yiddish, Feigele. Et Feigele, c'est l'oiseau. Et l'oiseau, en hébreu, c'est Tzipora. Et donc, j'allais dans un yeshiva, et une école religieuse. Mes parents n'étaient pas du tout pratiquants, mais traumatisés par l'Holocauste. Ils voulaient absolument que moi, je sois plus juive que eux, ils étaient. Et donc, on m'appelait Tzipora, dans une école où on apprenait l'hébreu de 8h du matin à midi. Donc on peut parler en hébreu, nous deux? On parlait qu'en hébreu. Je ne peux plus parler hébreu. C'est triste que j'ai laissé passer cette langue. En tout cas, Tzipora, la plupart des gens, c'était trop long Tzipora, on m'appelait Tzipi. Mais beaucoup de gens n'arrivaient pas à prononcer le Tzipi. Donc le Tzipi est devenu Tipi. Tipi, je détestais Tipi. Donc j'avais déjà 2 noms que je ne supportais pas. Ni Fanny, ni Tipi. Et c'était aux colonies de vacances qu'il y a eu un grand événement à cause de... Je ne peux pas le raconter, parce que c'est encore une histoire embarrassante. Et j'ai... C'est drôle, c'est comme un psychanalyste d'être ici. Tu vois, c'est comme ça que je fais mes films. Non, mais c'est très très gênant, tu te rends pas compte. Si, moi j'ai raconté même les débuts dans mon film, c'est gênant. Oui, mais tu n'as pas eu de problème de nom. C'est un très joli nom, non, c'est rien. Ça veut dire quoi, nourrite? Non, mais on continue. Elle est tenace, c'est une sabra. Elle pousse, elle pousse, elle pousse, tu vois, on ne peut pas refuser. Donc, mais c'est bon. Donc, ils ont dit que c'est pas possible de s'appeler Tipi, hein, c'est quoi ce nom? Et on a fait tout le tour des F. On pourrait être Françoise, Francine, Fania, etc. Et en américain, Francis, etc. Je n'aimais pas. Et finalement, on a décidé, c'est-à-dire que my bunkmates ont décidé de Terry. Et Terry, ça me plaisait bien, Terry. Mais à l'époque, Terry, c'était Terry and the Pirates. Donc c'était quoi? Terry et les pirates. C'est une bande dessinée qui était très populaire à l'époque. Mais Terry était un homme. C'était un homme, Terry, avec 2 R. Donc on m'a donné le nom de Terry avec un seul R. Et on s'est piqué avec des aiguilles, on s'est touché avec le sang. Et c'était devenu vraiment un pacte que j'allais m'appeler Terry. Quand je suis rentrée, j'ai dit à mon père, je ne m'appelle plus ni Feigele, ni Tzipora, ni Tzipi, ni rien, ni Fanny. Je m'appelle Terry, T-E-R-I, et c'est ça mon nom. Et en Amérique, pour 25 $, on peut changer son nom légalement. Et donc, tous les papiers américains, c'est Terry, T-E-R-I. Retourner en France, en épousant Hubert Damisch, et ben voilà, il y a eu plein de problèmes parce que je ne savais plus qui j'étais. On trouvait pas, je ne savais pas dans quel arrondissement j'étais née, donc je savais que j'habitais rue Saint-Martin, mais ce n'était pas là où j'étais née. Et pendant des années, on ne savait pas. Un jour, une amie a dit, tu écris à tous les arrondissements, et si là te répond, c'est là où tu es né. Donc j'ai appris que j'étais née dans le 3e, j'ai écrit, et voilà qu'elle m'est revenue. Fanny. Maintenant, ma carte vitale, mon passeport, mon machin. Et Fanny. Et je suis un imposteur. It's really funny. Funny Fanny. It's really funny what you were. It's a funny, funny story. Bon alors, est-ce que... C'est fini. Merci beaucoup d'être venu. Tu
t'en vas? Je m'en vais, j'ai tout raconté, j'ai honte. Non, mais c'est vrai que on va c'est... peut-être les gens, ils veulent dire Oui, des alors choses. j'ai un ami Mais- dans l'assistance Oui. qui a Philippe Boudon, qui est là, Il oui, est là. que j'ai rencontré l'autre jour après une longue absence, qui m'a dit qu'il connaissait un texte autour de cette lettre-là. Et oui. Et on va vous amener un micro pour qu'il raconte l'histoire de cette lettre-là. Où est-ce qu'il est? On va t'apporter un micro, Philippe, c'est pas la peine de... Et voilà le micro. Merci. Ben, lorsque Thierry, tu m'as indiqué lorsque tu m'as indiqué le titre de ce film, sans m'indiquer le contenu, j'ai tout de suite réagi en me souvenant d'un propos lu dans un livre de mon frère, Raymond Boudon, et il s'agissait de la place qu'a eue pour les linguistes la lettre R lorsqu'ils ont découvert ce que le film raconte très, très largement, qu'on ne pouvait pas définir de façon positive ce qu'était un R. Et ça débouche tout simplement sur le structuralisme, et notamment sur la proposition du grand linguiste Saussure, pour qui les signes verbaux ne sont pas positifs, pas moins le R que le B, mais ils sont oppositifs. C'est-à-dire qu'un B est un non P, parce qu'il est sonore, etc. Et de tout ceci dérive la phonologie, qui est la partie de la linguistique qui étudie non pas les sons, puisqu'on ne parle pas avec des sons, mais on parle avec des phonèmes qui sont des oppositions de sons. Un B n'est pas un B positivement, il est un non-P. Un M est un non-B. De sorte que, alors excusez-moi de ce petit cours de linguistique au pied levé, j'ai été intéressé en amateur par la linguistique, et j'ai eu l'occasion maintes fois à mes étudiants en architecture d'expliquer cette question que les sons, nous ne parlons pas avec des sons, mais avec des phonèmes. Et par exemple, chaque langue a ses phonèmes qui sont spéciaux. Par exemple, le B et le V, l'opposition entre B et V est un phonème en français, parce que si je dis bol et si je dis vol, je ne dis pas la même chose. Alors qu'il n'en est pas un en espagnol, où on dira la vaca ou la vaca, ni pour les langues asiatiques. Si je dis I live, ou si je dis I live, en anglais, même si je l'ai mal prononcé, excuse-moi Terry, dans un cas je dis je pars, et dans l'autre cas je dis j'habite. Mais si en français je dis je lis un livre, ou si je dis je lis un livre, tout le monde pensera que je dis deux fois la même chose. Donc l'opposition I en anglais est un phonème, mais n'en est pas en français. Voilà, c'est tout. Je m'arrête là. Merci beaucoup. On a eu un petit cours en linguistique. C'est pas mal, mais les R, oui, les R. Comme dit Louba dans le film, les R, c'est les R. Elle aussi avait des couples comme ça, elle dit, mais les R, Le c'est les rêche. R. Les Le R. rêche qui est la roche, qui est Oui. la tête. Oui, c'est ça. C'est un très grand ami. Est-ce que oui, il y a quelqu'un qui veut parler là-bas, c'est très bien. Oui, merci pour ce film très jouissif, très beau, très aéré, très parlant. Je voulais poser une question sur votre choix des couleurs, sur votre association couleurs et sons, et aussi personnages, c'est-à-dire le blanc avec le norvégien, le rose avec la japonaise, le jaune avec l'algérienne, le bleu avec la Russie, enfin voilà. Comment vous avez associé ça? Et est-ce que ça a été fait après? Et est-ce que les personnages
que vous décrivez, enfin qui s'exprime sur le R, serait d'accord avec la couleur qu'il aurait associée. Et deuxièmement, je trouve que c'est un film sur l'étrangeté, sur l'exil, enfin, et sur la manière finalement, le R serait la manière de dire je ne suis plus un exilé ou je suis un exilé. Donc c'était tout ce travail entre et la couleur. J'ai le choix de répondre. Vous avez demandé beaucoup de questions. Et alors, les personnes n'étaient pas du tout au courant qu'il va y avoir des couleurs. Donc, mais ce qui était intéressant, que bon, avec Louba, et elle aussi, tu m'as abandonné. Bon. Et, elle avait, il s'est trouvé qu'elle avait aussi une synesthésie. Mais je lui dis, Louba, écoute, si tu parles de la synesthésie, toi, moi, je ne peux plus en parler au début, et si je ne parle pas au début, on ne comprend pas le reste. Donc, elle a accepté de ne pas parler de sa synesthésie à elle, parce qu'elle avait tellement de choses à dire sur les R que déjà c'était beaucoup. Mais ici, quand elle est venue, elle m'a dit, elle a dit ici, je ne savais pas ça avant, elle a dit, mais comment tu as choisi pour moi les bleus, puisque pour moi, les R étaient bleus. Et moi, j'en savais rien. Donc je vous réponds, j'en sais rien. Si ça m'est venu par elle, par je ne sais pas quel biais, que je ne savais pas que pour elle, les R étaient bleus, et j'ai donné la couleur bleue, bon, on peut presque croire en Dieu, mais bon. Et ce que je sais, la seule lettre que je sais, je savais absolument que Guy Régis va être en vert. Et en fait, j'ai trouvé aussi ici la réponse, parce que je vous dis au début du film que les gars, je crois que je dis gars, des Guy, là, les gars étaient verts, et voilà que Guy Régis est vert. Donc, c'est à peu près tout ce que je peux révéler pour le reste. J'en sais rien. Et effectivement, quand on est synesthésie, on ne peut pas répondre parce qu'on n'en sait rien. On sait que quand on vous dit tel son, vous voyez telle couleur, mais il n'y a pas de pourquoi. Hein. C'est dans le cerveau. Voilà. Bon, quand même, je pensais. Oh. Oui, merci beaucoup pour ce film extrêmement émouvant pour moi. Attendez, on n'attendait rien. Bon. Pardon? Vous pouvez parce qu'on n'attendait rien. Ah oui, là on entend mieux? Oui. Oui. Je disais, ce film était extrêmement émouvant pour moi, à tel point que non seulement je l'ai vu 3 fois, mais j'ai emmené des amis. Mais surtout, Ça nous donne de l'espoir pour la suite. Je voulais savoir si vous pouviez nous parler de la bande sonore, c'est-à-dire la musique. Die Ursonate. Et en fait, ceux qui ont vu le film précédent, De mots qui restent, il finit par Anat Pik qui chante la poésie sonore. Vous vous rappelez? Je ne sais pas s'il y a des gens qui ont vu le film, donc ça s'arrête. Et ça finit par la poésie sonore qui est venue de... Elle raconte, Anat, que quand elle était petite, sa mère et sa grand-mère parlaient les persans et qu'elle ne parle pas un mot, qu'elle ne comprenait pas un mot, mais qu'elle était inspirée par la mélodie, pour la musique de leurs paroles, pour, quand elle s'est mise à faire la poésie, c'est-à-dire la poésie sonore, est née chez elle de cette musique-là. Donc la poésie sonore, ça se chante sans mots, hein, avec seulement comme la Ursonate. Et c'est elle qui m'a fait découvrir la Ursonate, il y a à peu près 20 ans ou plus, de Schwitters, que je connaissais très bien comme peintre dadaïste, mais il a écrit sur ce note. Je pensais au début que c'est Anat qui va la chanter. Et après, finalement, Georges Bloch, qui a fait la conception sonore de ce film, qui travaille à l'IRCAM,
et qu'il travaillait beaucoup avec Jaap Blom, qui le chante là, la Oersonate, qui dure 30 minutes. Hein. Là, j'ai pris la partie R. Et on attend les autres lettres beaucoup de l'alphabet. Et Jaap, c'est celui qui a chanté la Oersonate. L'autre jour, il était là, et il a chanté, il a dit, j'ai demandé combien de fois tu l'as chanté. Il a dit entre 400 et 500 fois. C'est-à-dire, c'est vraiment la personne qui a performé la Oersonate. Et avec lui, vous avez entendu, c'est les mêmes voix tout au long du film, hein, souvent sur les vents dans les fleurs sur lesquels lui, il a improvisé. Et Georges lui a donné la consigne que c'était à partir qu'il improvise à partir du R, de l'air, à partir de l'air A-I-R. C'est-à-dire, en hébreu, ruach, hein, c'est le vent, l'air. Et donc, c'est comme ça que Jaap, il a improvisé sur les images qu'il a vues. Hein, Et juste pour dire qu'à la fin, vous avez vu la fin sur le générique, il y a tout le R de film qui revient. Ça a été fait avec, Georges l'a fait, mais avec un logiciel d'intelligence artificielle qui est tout un projet qui s'appelle Reach à l'ERCAM et où le musicien travaille avec ces logiciels. Et le logiciel permet que quand il y a des sons différents, il fait, selon le son, il fait l'association entre deux sons différents et c'est le logiciel qui le fait. Ce que vous avez vu sur le générique, où ça reprend les phrases avec les R qu'avec Georges on a décidé de mettre dans le logiciel, mais après le logiciel fait les liens musicaux. Bon, je crois que je vois quand même une urgence derrière. J'ai pensé finir avec le silence après qu'on a parlé du son. Comme urgence il y a. Merci Norit. Désolée pour cette intervention. On va lui déjeuner. Merci d'abord pour ce film, pour les autres aussi. Et l'interview que vous avez faite de l'Algérienne qui parlait justement des airs roulés qu'elle entendait à la télévision et l'Algérienne qui parlait donc des airs roulés à la télévision, dans les chansons, ça m'a rappelé mon enfance. Parce que justement en France aussi, il y avait cette histoire pour moi, cette séparation entre le monde du spectacle, les chansons, le théâtre, où on roulait les airs, comme Tino Rossi. Il y avait cette fracture entre justement la façon de parler de tous les jours et ce théâtre aussi, enfin tout ce monde de la culture. Et j'avais complètement oublié ça. Et merci pour ce souvenir. Et aujourd'hui, je ne sais toujours pas pourquoi il y avait cette fracture. Laurent Naouri, le chanteur, m'a un tout petit peu révélé. Il paraît que c'est plus facile de chanter avec un air roulé et que c'est beaucoup plus difficile avec les airs gutturales de chanter parce qu'il faut beaucoup plus d'efforts et c'est plus difficile. Mais lui-même, il m'a dit qu'il y a aujourd'hui deux écoles, l'une qui tient à chanter à l'opéra avec les airs roulés, et l'autre comme lui, qui accepte complètement et qui veut que le chant à l'opéra soit plus proche de la manière de parler. Et que lui, ça ne les dérange pas, que ça vient du fond de la gorge. Et voilà, donc il y a en effet deux écoles, encore aujourd'hui à l'opéra. C'est ce qui m'a révélé Laurent Naouri. Laurent. Bon, merci beaucoup à vous.